En Afrique, la résistance contre l'impérialisme s'intensifie et s'affirme au fil des années. Et l'un des symboles de cet impérialisme, le groupe Bolloré, commence à expérimenter le rejet radical de cet impérialisme occidental. Le groupe Bolloré est généralement présenté comme celui-là qui représente les intérêts français en Afrique, se voit repoussé par les gouvernements africains, en tout cas certains, alors que pendant des années, il a assis son autorité dans ces États en exploitant, mais aussi en pillant les ressources de ces pays au détriment de la population. Au Bénin, c'est clair, le président Patrice Talon coupe le cordon et chasse l'homme d'affaires français, on le sait depuis déjà près de 2 ans. Cette affaire a commencé. Le président béninois Patrice Talon a dit vouloir donc expérimenter avec un autre partenaire, certainement plus rentable. Il a décidé de travailler avec les Chinois. Patrice Talon, qui dans un entretien avait déclaré début octobre 2018 qu'un investisseur privé ne peut pas financer seul le chemin de fer que nous voulons. Pour être plus précise, il a qualifié les projets de Bolloré de bas de gamme. Au Cameroun également, c'est toujours la bataille juridique. Le directeur général du port autonome de Douala, par exemple, qui ne lâche pas malgré la pression du groupe Bolloré et est donc décidé à traiter avec un autre partenaire plus rentable tel que le groupe suisse TIL. Et en dehors de cela, la population africaine elle-même multiplie les manifestations contre celui qu'elle qualifie désormais d'exploitant grotesque qui n'a que pour seul objectif le pillage de l'Afrique. La résistance africaine face au groupe Bolloré, le cas du Bénin mais aussi du Cameroun, on en parle cet après-midi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de votre programme Appel sur le continent sur Afrique Média. Comme vous l'avez donc compris, on parle de la résistance africaine face au géant français. On l'appelle donc Vincent Bolloré, qui représente bien sûr le groupe Bolloré en Afrique. Il est présent dans plusieurs pays africains, mais de plus en plus, en tout cas depuis un certain moment, Bolloré semble donc être rejeté. Les cas qui nous intéressent ce soir, le cas béninois, mais aussi le cas camerounais. On en parle avec nos invités cet après-midi. Alors, à mes côtés ici, monsieur Eyango, qui est syndicaliste. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Afrique Média. Monsieur Henri Diabaté Mandin est également avec nous ce soir. Vous êtes consultant analyste également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ma chère Manuela. Je voudrais saluer l'Afrique indépendante. Il faut comprendre que au moment où l'Afrique vit, c'est un moment décisif de son histoire. C'est bon que sur Afrique Média, chaîne panafricaine, tous les fils d'Afrique puissent discuter des problématiques qui les concernent. Ne fuyons pas, n'esquivons pas les problématiques qui sont au cœur de notre devenir. Ça, il faut que nos enfants, dans 20 ans, dans 30 ans, puissent dire nos pères s'étaient battus pour parler de notre avenir. C'est pourquoi je suis là. Voilà, merci à vous Henri Diabaté Mandin également d'avoir accepté cette invitation sur Afrique Média. Mesdames et messieurs, vous le savez également, inutile de vous le rappeler, à tout moment vous pourrez donc appeler pour participer en direct. Avec nos invités, on en parle, vous pouvez donner votre point de vue ou aussi poser vos interrogations ou questions à nos invités qui prendront le plaisir bien évidemment de répondre à ces interrogations. Alors, comme on l'a dit en l'entame, ce n'est pas la première fois, cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Depuis un bon moment déjà,
gens remarquent ce rejet-là du groupe Bolloré. Il y a eu plusieurs manifestations, on en a parlé ici sur les plateaux d'Afrique Média, que ce soit en Afrique, mais également d'ailleurs du côté de la France. Il y a eu plusieurs manifestations contre la présence de Bolloré en Afrique, mais il y a également l'autre actualité du côté de Bénin depuis près de 2 ans maintenant. On ne parle plus certainement de bataille, mais en tout cas le président béninois Patrice Talon a pris cette ferme décision de ne plus continuer à travailler pour une bonne partie du port de ce côté-là avec le groupe français Vincent Bolloré. Il a donc pris cette décision et a choisi de travailler avec les Chinois. On en reparle également ce soir, surtout avec l'autre actualité du côté de Cameroun, avec cette bataille qui continue, en tout cas du côté du port autonome de Douala. On est décidé à travailler avec un autre partenaire que Vincent Bolloré. Donc avec nos invités, on en parle, mesdames et messieurs. Et je vous propose donc pour planter des décors, bien que cet élément date quand même d'il y a quelques années, pour être plus précise, il y a 2 ans, on va donc prendre cet élément pour nous aider à planter des décors du côté de Bénin. Ensuite, on revient. Satisfaction exprimée également par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présente lors du prononcé du verdict final. Il faut que Bolloré sache que ici, là, c'est le Bénin. Il le fait partout. Il applique sa méthode commando partout. Mais au Bénin, il a échoué. Parce que nous, les Béninois, ne pouvons pas faire ça en France. La France aussi a un état de droit. Un Béninois qui a déjà son dossier, et lui, par sa méthode commando, il passe par derrière pour voir Yahi Boni et arracher ce dossier des mains de ce Béninois. Mais la Cour suprême a dit le droit et je suis fier de la justice béninoise. Et il faut que Bolloré, là, ce prédateur, cet usurpateur Bolloré, il faut qu'il aille le faire ailleurs. Mais ailleurs, là, je crois que les nationaux de cet ailleurs aussi feront la même chose comme nous. Parce que c'est pas normal. On dit dans ma langue, fi bien on da de mon sos en ikwea. De wa upload fi lo Bénin et aux Zéondiaï. Parce que nous tafou même, mais tafou, et ouais. C'est la libération. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui. Et voilà, merci donc à la réalisation pour cet élément. Comme on va donc passer la parole à nos invités, élément qui nous permet de planter le décor et déjà en off. Nos invités, en tout cas, ont déjà fait le parallèle avec ce qui se passe bien évidemment de nos jours dans d'autres pays africains. Je vais peut-être commencer par vous, monsieur Iyango. On a donc Vincent Bolloré qui s'impose du côté de l'Afrique, bien qu'il faut également rappeler que ces cas qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire le Bénin, aussi le Cameroun, on voit quand même déjà une certaine libération qui veut donc se dessiner du côté dans ces pays-là. Mais déjà, monsieur Yango, on ne saurait nier quand même la puissance ou encore le pouvoir de Vincent Bolloré du côté de l'Afrique qui réussit quand même toujours à résister. Le pouvoir, la force, c'est tout ce que vous dites, oui, madame la journaliste. C'est le cas de dire que le lion n'est lion que parce qu'en face, quelqu'un se comporte en gazelle. Dès le jour où cette gazelle va dire maintenant moi aussi je rugis, le lion ne sera plus le lion. On vient de voir au Bénin. Tout à fait. Monsieur, je ne sais pas si je dois citer son nom, quand ils disent la libération, en fait j'aimerais beaucoup que ce soit non pas la libération, libérée de quelqu'un d'autre, mais libérée de ses peurs. Ce sont nos peurs qui sont nos poisons et nos prisons. Ce sont les menaces qui créent nos peurs qui sont nos véritables prisons. C'est de ça qu'il faut se libérer. Et c'est de ça que peut-être, pour ce point-là, parce que c'est un seul point, parmi tant d'autres, que ce groupe vient de se libérer en réalité. Ce qu'ils appellent libération par rapport à Bolloré n'est que la conséquence de la libération d'eux-mêmes. Je me souviens toujours de ce Floyd Patterson, c'est
très ancien boxeur du temps de Cassius Clay, il s'appelle Mohamed Ali. Excusez-moi, vous n'étiez pas encore là. Il a fait un livre après avoir combattu contre Mohamed Ali, où il a été battu. Il a mis victoire sur moi-même. Victoire par rapport à ses peurs. Lui, Cassius Clay, qui tape tout le monde, est-ce qu'il va monter sur le ring contre lui? Il est monté sur le ring. Et pour lui, c'était déjà une victoire. Le jour où tout le monde va comprendre que celui-là en face n'est un lion que parce que je me comporte en agneau. C'est tout. Il n'est pas un lion. C'est mon comportement d'agneau qui en fait un lion. Vous ne verrez plus de puissance Bolloré. Prenez la carte de l'Afrique. Ouais. La carte, comment je peux appeler ça, mercatique de Bolloré en Afrique. Il y a un tableau. Madame, ce n'est pas acceptable qu'une seule personne ait autant d'emprise économique dans un espace, continent ou pays. C'est mauvais, c'est interdit. Chez eux, ça ne se fait pas. Et parce que ça se passe très souvent, ça se fait passer inacceptable. Je me souviens toujours de ce mot de Madame Christine Lagarde, alors qu'elle était ministre de l'économie, je crois, ou des finances en France, économie à l'époque. Elle avait dit, il est inacceptable qu'une activité qui a lieu chez nous génère des richesses ailleurs. Elle a seulement dit là que ce qui se passe dans tous les échanges, réciprocité, égalité, ainsi de suite. Pourquoi donc vous acceptez que quelqu'un vienne générer des richesses, vienne faire sa activité chez vous et il enrichit son pays? Moi, je suis très content de l'interview qu'a accordée, qui a été diffusée, peut-être j'espère qu'elle est vraie, elle est sur le net, accordée à un ambassadeur de France par rapport à Bolloré. Il a répondu. Le Cameroun a sa souveraineté, il sait ce qu'il fait. Lui, il défend la France. Ouais. Et dans une vidéo, il y a quelqu'un d'autre, enfin français, qui dit, on lui pose des questions sur le comportement de ce monsieur Bolloré. Il a répondu, je défends la France, je suis d'accord avec eux, je les soutiens. C'est comme ça qu'on parle. Il ne nous a pas interdit de défendre le Cameroun. Il nous appartient de défendre le Cameroun. Vous comprenez? Parce que ce que vous appelez ce qu'on appelle, quelqu'un m'a imposé le mot gourmandise de Bolloré. J'ai dit, mais cette gourmandise, quand vous voyez, parce que lorsque vous avez investi et que ça rapporte beaucoup d'argent, c'est de l'argent. Ouais. On ne peut pas empêcher l'argent de se produire. Mais lorsque vous gagnez de l'argent sur le dos des gens, vous ne remplissez pas vos contrats, c'est eux-mêmes, les Français, dont les qualités égalent les défauts, qui ont dénoncé le prédateur, leurs compatriotes, c'est eux-mêmes, les journalistes, qui sont venus dénoncer ici. Alors lorsque vous acharnez à gagner autant d'argent de cette manière-là, une telle gourmandise, je ne sais pas si vous allez souvent au village, quand vous allez au village, laissez d'abord le français ici en ville, parlez votre langue. Parce qu'il y a des mots là, quand on les traduit, ils perdent de leur teneur. Cette gourmandise s'appelle au village la sorcellerie. Croyez-moi, ça s'appelle la sorcellerie. Là où vous ne remplissez pas les contrats, les gens meurent, les gens souffrent, vous ne payez pas les gens, vous emmagasinez un argent fou. C'est de la pure sorcellerie. Vous êtes nuisible. Ce n'est plus ça l'esprit du commerce, ce n'est pas ça l'esprit de l'économie. Ça ne rentre pas dans l'esprit de l'économie. Et je suis sûr que les dirigeants, quand ils signent les contrats avec ce monsieur ou ce groupe-là, c'est pour que ce soit gagnant-gagnant. Mais il réussit à rompre, à ne pas expliquer l'esprit de ces contrats. Pourquoi il réussit? Ce comportement m'a inspiré le titre d'un livre, Le sorcier et les moutons. Le sorcier, c'est ce qui pratique la sorcellerie. Il gagne de l'argent, les gens meurent, personne ne réagit. Parce qu'en face, il y a des moutons. Les Béninois ont dit on n'est plus des moutons. Ils sont sortis du troupeau.
Il reste maintenant à d'autres pays de sortir du troupeau. C'est possible. Tant qu'on n'est pas sorti du troupeau, on est des moutons. Monsieur, le ministre français qui est venu ici l'autre jour, a convoqué, c'est le mot, utilisez vos termes diplomatiques, a convoqué des partis dits d'opposition. On sait bien qu'il est venu en mission, il est venu en VRP. C'est normal, on n'interdit pas ça. Il est venu en VRP pour son pays, précisément pour Bolloré. Et pendant qu'il vient pour son pays, en VRP, il convoque des partis d'opposition. Ils sont venus en courant. Ils sont venus répondre à l'appel de qui? Voilà ce qui fait marcher la sorcellerie. Pendant que le peuple judicieusement attend que ce soit ce groupe qui les défende, qui disent maintenant ce que le dirigeant là, le président qui est au pouvoir là, a signé, nous on est contre ça, c'est sur vous qu'on compte pour vous opposer justement. Parce qu'il faut le dire, je suis de ceux qui ont stigmatisé certains comportements de dirigeants des pays, mais avec l'âge et le syndicalisme et beaucoup d'enseignements, on vous met au pouvoir là aujourd'hui, madame, je vous assure, vous allez créer d'abord votre zone de confort. Il faut qu'il y ait en face une certaine pression pour que vous tremblez votre zone de confort. Mais lorsque les gens qui sont censés vous faire tanguer dans votre zone de confort sont beaucoup plus moutons que sont des chefs moutons, c'est très très difficile pour le peuple. D'accord. Il appartient aujourd'hui ici, comme on l'a fait au Bénin, que le peuple, qui le peut, les syndicats, la société civile, prennent cette affaire en main. Elle a le pouvoir de le faire. Elle a le devoir de le faire. Et ensuite alors, dans le cadre de la CSTC, je suis membre du bureau, le président m'a mandaté pour parler. Après cette affaire, après le succès de cette affaire, nous allons sauver d'autres compagnies. Mais cette affaire est un test pour nous et on ne va pas lâcher. Merci pour ce premier jet, Monsieur Iyango Aridiabati. C'était mon premier jet parce que j'en ai beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Aridiabati Mandé, on sait que en Afrique, déjà on sait Bolloré, il n'y a pas que, il y a plusieurs îles. Voilà, Bolloré opère dans plusieurs secteurs, entre autres le secteur portuaire, et on sait que plus de 90% des exportations et importations aussi se font en Afrique par voie maritime. Donc ce qui fait que c'est donc un secteur très juteux. Le groupe Bolloré contrôle à lui seul, selon les estimations de 2018, 37% en Afrique. Donc on s'interroge quand même, comment est-ce que le groupe Bolloré a su tirer cette grosse part du marché africain et surtout contrôler ces secteurs clés de l'économie africaine? Mais il faut dire que cette position dominante de Bolloré survient juste après les périodes de récession économique. C'est-à-dire que les États subissent les contre-coups de la baisse des prix des matières premières. Le cacao s'abaisse, le coton s'abaisse, et dans cette déconfiture économique, les économies sont exsangues, les finances publiques sont complètement sèches. Alors le FMI et la Banque mondiale rentrent dans le jeu, et de connivence avec certains milieux de la prédation internationale. Elle nous conseille, elle nous met en demeure. Elle nous dit, elle sait qu'on est chaos technique, elle nous dit, bon voilà, le meilleur moyen aujourd'hui pour sauver vos États, c'est-à-dire pouvoir payer les fonctionnaires, assurer encore le service de l'État, il faudrait privatiser. Il n'y a rien à faire, il faudrait privatiser. Et il faut dire que nos chefs d'État sont conseillés par des petits brigands qui sont à la solde de ces multinationales, qui disent aux chefs de l'État, il n'y a pas d'autre chose à faire, il faut le faire. Or, il y a des secteurs, il y a des pays comme au Chili où on a vu où les privatisations ont été faites, on a essayé de protéger les secteurs stratégiques. Parce que le rôle de l'État dans un secteur comme celui du rail, l'État ne veut pas gagner de l'argent dans le secteur du rail. Mais l'État, parce qu'autour du rail, il y a une économie du chemin de fer. Donc, l'État veut privilégier cette économie. Il sait que, par exemple, au Cameroun, entre Ngoumou
et au Télé et Yaoundé, il n'y a pas de route, il n'y avait pas de route. L'État met le train. On appelait Longonetenga, affectueusement. Ce train-là s'arrête à tous les gars, dans tous les villages, les gars qui sont situés. Donc, ça fait que ce sont des petits villages et ça fait que c'est comme un taxi. Il y a une économie extraordinaire qui s'opère au départ et à l'arrivée du bus. C'est vrai que ça ne rapporte rien à la compagnie, à l'opérateur historique de chemin de fer, mais ça crée, ça entretient l'économie locale. Et c'est ça le fait de l'État. C'est ça la souveraineté de l'État. C'est donc le rôle régalien de l'État, c'est de faciliter les transports, les mouvements, les échanges. Donc fondamentalement, c'est ça que l'État fait. Mais maintenant, le FMI et la Banque mondiale vous disent non, il faut privatiser ces histoires-là. Il faut privatiser. Sauf que quand l'État, le FMI vous dit de privatiser, il n'essaye pas de privatiser certains secteurs et de laisser d'autres. Pour que l'État, pour que socialement, sur le plan social, il n'y ait pas de conséquences, de répercussions. Et le grand malheur, c'est que chez nous, on a privatisé à la tout vent, à la tout craint. On a privatisé, par exemple, dans le secteur de l'électricité. Vous avez vu, ça se passe là. Dans le secteur de l'eau, c'est vrai, on a maintenu une société, on a essayé de créer à côté du distributeur qui a été privatisé, on a créé une société de patrimoine. Bon, dans le secteur de l'énergie électrique, c'est pas la même chose. Dans le secteur ferroviaire, c'est pas la même chose. Donc, on a sacrifié les 1000 ingénieurs, les 1000 métiers qu'on avait pu créer autour du secteur ferroviaire. Vous savez que les ateliers de Bassar, depuis l'époque coloniale, c'était l'ébauche, l'amorce d'une industrialisation lourde en Afrique noire. Ça, il n'y avait rien à faire. Et l'État du Cameroun avait formé autour du chemin de fer, du réseau ferroviaire, des métiers. Il y avait des corps de métiers. C'est-à-dire que les Camerounais pouvaient eux-mêmes gérer le chemin de fer. Dans le cadre de la maintenance, dans le cadre de la logistique, les Camerounais savaient le faire. Bon, fondamentalement, on a privatisé, on a mis tout le monde à la porte. Et on vous dit, et quand la multinationale arrive, il ne faut pas rêver, la multinationale ne fait pas de la philanthropie. Elle vient vers le bénéfice. Et quand elle trouve un cadre aussi ouvert que le nôtre, c'est-à-dire un stade de football qui est ouvert, chacun entre, passe comme il veut, sort, applique les règles qu'il veut. S'il veut, il met même 15 arbitres au stade. C'est lui qui siffle le penalty, c'est lui qui siffle le coup franc. Il fait comme il veut. C'est très grave. C'est-à-dire dans un milieu de corrompus, ça fait que tout le monde étant acheté, c'est passé comme ça. Imaginez-vous qu'à Abidjan, on a dit à Bolloré, Laurent Gbagbo a dit à Bolloré, si tu veux le port d'Abidjan, achète les portiques. Les portiques, ce sont les choses, les grues qui portent les conteneurs. On lui a donné le port, il a dit qu'il peut faire. À Brazzaville, à Pointe-Noire, on lui a dit, est-ce que tu peux faire la route qui relie Pointe-Noire à Brazzaville? Il a dit oui. Au Cameroun, on lui a dit, tu achètes aussi ces portiques-là. On attend le 3e portique depuis 2009. J'ai été sidéré d'apprendre sur une chaîne de télé que DIT travaille beaucoup. Ils ont tellement investi. On attend le 3e portique depuis 2009. C'est l'une des raisons de l'engorgement du port de Douala. Or, on a des autorités, on a des ministres. Tout le monde connaît le nom des ministres depuis 2005. Tout le monde connaît les noms. Si vous voulez, moi, je vous les cite. Les noms de tous ces ministres des transports qui étaient là. Aucun n'a daigné dire au groupe Bolloré, monsieur, respectez le cahier de charge. On a dit au groupe Bolloré, par exemple, il faut monter une société de 4 milliards. DIT devait avoir 4 milliards, mais allez sur les papiers en tête de DIT. Peut-être qu'ils ont changé entre-temps. Tous les papiers en tête de DIT, la société, c'est 200 millions de capital. C'est incroyable. On leur a dit, bon voilà, il y a le personnel. Le personnel a un pourcentage de 6%. Ouais. Les 6%, là, personne ne connaît le montant du calcul depuis 15 ans. Personne ne connaît. Et tout s'est fâché un jour. Il est allé à DIT, il a dit à DIT, donnez-nous les chiffres de l'argent, du calcul. Les gars de DIT lui ont donné une mallette, il est ressorti. CMC, lui, c'est son directeur de cabinet qui allait chercher, qui était en prison avec lui, qui allait chercher ses mallettes. Je pense qu'il est même décédé. Il allait chez lui, à qui on donnait ses mallettes. Donc vous voyez que ce sont des... Alors, vous allez demander à Bolloré de ne pas le faire, mais il va vous dire, mais ce sont vos gens-là qui me disent de le faire. Donc vous voyez fondamentalement, donc, dans un environnement de corruption généralisée, du coup la multinationale fait comme elle veut. Et dans le cas d'espèce du Bénin, ouais, il y a un opérateur qui est là, qui s'appelle M. Dossou, ouais, Maître Dossou. Ouais. Lui, il a fait fortune dans le pétrole.
Alors il dit, mais il veut, parce qu'on a libéralisé, le Bénin a libéralisé le chemin de fer, il veut reprendre le chemin de fer, mais créer une ligne de chemin de fer entre le Niger, c'est-à-dire une ligne de chemin de fer qui part de l'Interland, qui relie le Niger et le port en eau profonde de Cotonou, à un port sec, le port de Parakou, les villes de port de Parakou, de deux ports secs, celui de Parakou au Bénin et de Dosso au Niger. Pendant que lui, il a gagné l'appel d'offres a été lancé et qu'il est en train de chercher l'argent pour monter l'affaire, Bolloré surgit, amené par Yahi Boni et l'ancien président du Niger, et surgissent, et sans contrat juridique, rien, c'est-à-dire un accord de gré à gré comme ça, et il s'empare de tout. Il va mettre 150 km de voies ferrées au Niger. Et les Nigériens mettent la pression sur les Béninois en disant aux Béninois que vraiment, si vous ne voulez pas, nous, on va faire notre chemin de fer, nous, on va être reliés au port de Craqué entre le Bénin et le Nigeria. Vraiment, nous, ils font la pression. Yahi Boni, lui, ici, il donne le truc, le bidule, à Bolloré. Et ça crée un problème parce que, sur le plan juridique, il y a quelqu'un qui a déjà remporté l'offre, qui a soumissionné et qui a remporté l'offre. Mais Bolloré, comme la dame disait, il passe en commando. Il passe comme un bulldozer parce que le système est tellement corrompu qu'il y a des gens là à qui on a donné de l'argent et tout. Ça, on leur a dit on va financer les études de tes enfants au Canada, aux États-Unis. Et du coup, le gars, lui, il signe. Il préfère sacrifier les intérêts de tout le pays. Donc, fondamentalement, ça crée cette situation-là. Ils vont au tribunal. Et l'homme qui vient débloquer la situation, c'est Talon. Talon explique aux Français, parce qu'il est à Paris, il fait une conférence de presse, lui il parle rarement à la presse, et il dit aux gens, mais dis donc, soyons sérieux, les Bolloré n'ont aucune expérience dans les rails. Quand je vois ce que Bolloré a fait, les 150 km là qu'il a fait, l'écartement métrique seul nous prouve que l'écartement métrique ressemble étrangement à celui des 900 km du chemin de fer au Cameroun. C'est-à-dire que c'est inapte à des chemins de fer, à des trains modernes. On ne peut pas utiliser des locomotives, des wagons modernes, un train moderne sur ces voies ferrées. Parce que cet écartement métrique n'existe, ce sont des écartements métriques qui datent de 1900. Ça n'existe plus au monde, ce genre de choses. Mais moi, j'ai vu un chemin de fer, il était au Kenya, il a vu une ligne de chemin de fer entre Nairobi et Mombasa. Donc, Nairobi, la capitale, au port de Mombasa. Donc, c'est pratiquement sur 700 km. Et c'est extraordinaire. C'est comme en Angleterre. C'est comme aux États-Unis. C'est extraordinaire. Alors, il dit que les Chinois ont construit cette ligne de chemin de fer. Les Chinois construisent partout dans le monde. C'est eux qui construisent les lignes de chemin de fer. Ils tapent les meilleurs Européens, Alstom et Siemens. Comment vous voulez, toi tu n'as aucune expérience de chemin de fer. Moi je veux faire une ligne de chemin de fer qui parte du Niger et arrive en Côte d'Ivoire. Et vous voulez que moi je confie un projet aussi important pour les populations, pour nos États, à un homme qui n'a aucune expérience de chemin de fer. Il a dit non, il a délogé du chemin de fer, de la boucle. Donc, fondamentalement, c'est ça la grande trame. Donc, c'est une mesure souveraine. C'est une mesure de souveraineté que le président du Bénin prend. Et ça, c'est tout à son honneur. Mais maintenant, il faudrait que la société civile, le doyen Yango a demandé tout à l'heure, l'appui, il a demandé, il a suggéré que la société civile, de façon, ne laisse pas, par exemple, les syndicalistes aller seuls, mais que la société civile tout entière récupère le projet. Ce n'est pas de la xénophobie. On n'a rien contre les Français. On n'a rien contre Bolloré. Il suffit que Bolloré applique le travail, le cahier de charge. Véritablement, on va le... D'ailleurs, nous, cette maxime chinoise est la nôtre. Qu'importe la couleur du chat, s'il attrape de grosses souris, où est notre problème? Que le chat soit vert, rouge, jaune, on s'en fout. Notre problème, c'est qu'il attrape des grosses souris. Et en espèce, Bolloré n'applique pas le cahier de charge. Et son grand malheur, c'est que il s'appuie sur des dirigeants corrompus qui l'aident, qui lui disent, qui lui promettent, qui lui font des promesses mirifiques, comme dans le cadre du port de Douala, où il a tellement arrosé des gens, et les gens aujourd'hui tentent de mener des combats d'arrière-garde en lui disant « Ne t'en fais pas, nous, on va régler tout, on va mettre la pression, tu auras le port. » Or, il est impossible qu'il ait le port, parce que c'est d'offre en offre. C'est-à-dire que les offres sont confrontées. Tu ne peux pas avoir fait une offre inférieure à un autre et vouloir changer le cours du résultat.
Donc fondamentalement, c'est un problème. Il y a une multinationale qui fait des affaires. Nous, on privilégie notre intérêt. C'est maintenant de cette confrontation-là c'est à l'aune de cette confrontation qu'on pourra, parler de la libération de l'Afrique. Sinon, il n'y aura pas de libération de l'Afrique possible. Merci à vous, Monsieur Henri Diabaté Mandé. On poursuit. Monsieur Yango, Monsieur Henri Diabaté Mandé a expliqué aussi ce qui s'est passé, du moins du côté du Bénin. On se rend finalement compte que c'est pratiquement le même procédé qu'utilise Vincent Bolloré, qui essaye, lorsque ces présidents justement veulent se défaire, Vincent Bolloré s'appuie aussi, parce que finalement on se rend compte qu'il a de grands amis, de l'appui, le soutien des dirigeants africains. C'est d'ailleurs le cas par exemple du côté du Cameroun, où Bolloré ne veut pas laisser, en tout cas ne veut pas perdre la concession du côté du port autonome de Douala. Donc c'est pratiquement la même chose, la même magouille, et il a des soutiens assez forts quand même. Encore ici, je reviendrai toujours sur ces mêmes soutiens étaient au Bénin. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? Rien. Je reviendrai toujours sur la démission collective qu'on a. Il y a, vous savez, nous avons toujours dit, il y a un problème, quelque chose qui s'appelle la colonisation. Ouais. On n'a jamais fait la psychanalyse de la colonisation. On croit qu'on est décolonisé parce que il y a une date là où vous célébrez, je ne sais pas quoi. Ouais. Vous ne vous êtes jamais décolonisé. Et le problème de la France, où je sais que l'homme français est un homme très gentil, très bien, ça je le sais. Depuis la jeunesse, je vais là-bas, je le connais. Les politiques et les médias français créent beaucoup de dégâts dans ce pays-là. Les Français eux-mêmes, les gens français, ont intérêt à se décoloniser. Eux-mêmes sont dans la colonisation. Et ça va nous faire perdre tous. Il faudrait que chacun soit décolonisé à sa manière, selon sa manière d'entrer en colonisation. Eux en tant que colons, nous en tant que colonisés, que chacun soit décolonisé. Il a des appuis, ça vient de la démission. Je vais vous dire quelque chose, j'ai quelques petites historiettes. Allez-y. Une compagnie aérienne européenne, je ne vais pas citer le pays, est en difficulté, et puis leur capitale européenne dit, il n'y a plus question de subvention, vous fermez votre compagnie aérienne. La société civile, avec les syndicats, sont descendus pour dire, elle peut marcher. C'est parce que ceci n'a pas été fait que elle est en difficulté. Alors, pas question, monsieur Bruxelles, vous taisez là-bas, vous nous laissez. Et le dirigeant de ce pays a dit à Bruxelles, là maintenant ça devient un problème d'ordre public. Je ne peux plus. Je dois sauver, je ne dois pas mettre le désordre chez moi. Et voilà comment cette compagnie vit, à l'aise jusqu'aujourd'hui. Ici, au Cameroun, je vais vous raconter une histoire dont Afrique Média aura l'exclusivité. Je vais peut-être dire certains noms. Mais tous vivent encore. Oui. Quand nous luttons pour Camer, il y a quelqu'un qui me rencontre à Yaoundé, qui me reconnaît, il m'aborde. C'est vous le président syndical, je l'ai eu. Bref, il me dit, quand M. Keynes était DG chez vous, en passant M. Claude Keynes, c'est le tout premier directeur général à avoir planifié la mort de la Camer. Quand M. Keynes était DG chez vous, voilà ce que j'avais fait, j'avais demandé ceci, ce monsieur était un haut cadre de la République. Il demandait certains documents pour pouvoir solidifier, restructurer la caméra. Alors il attend ces documents qui tardent et qui viennent finalement. Il dit bon, maintenant je vais sauver la caméra. Puis un jour il a un ami français qui n'est pas dans le transport, ni fluvial, ni maritime, ni routier, ni aérien. Il est dans une structure de pêcherie ou de filature, un truc comme ça. Il l'aborde et lui dit allons manger quelque chose. Ils vont manger et puis il dit que pendant qu'il mange, le Français lui demande mais tiens, j'ai appris que tu veux sauver la caméra. Et le haut cadre camerounais dit oui, c'est parce que ça marche pas, mais ça peut marcher, je veux. Et ce Français lui dit non, laisse la caméra comme ça, nous on veut que ça reste comme ça. Il y a une étude, pendant que nous étudions les mathématiques, le français, l'anglais, les pays occidentaux, eux, leurs études, c'est sur nous. Ils nous connaissent. Ils nous ont étudiés. Parce que vous ne pouvez pas expliquer comment quelqu'un peut faire, tout ceci peut se faire devant une démission collective aussi puissante, aussi forte.
Toutes ces relations se font, donc je vous ai raconté ça. Oui. Vous allez vous demander, mais ce pays, dans tous les pays du monde, c'est les partis politiques. Je reviendrai là-dessus. Je viens dessus. Ce pays, je crois qu'il faudra mettre dans la Guinness des records. On prend les démographies, superficie, habitants des villes, habitants des villages, partis politiques, formation politique, c'est un record. Je ne suis pas sûr qu'il y a un pays qui a autant de partis politiques que le Cameroun aujourd'hui. Alors vous devez vous poser la question. C'est pourquoi tout ça? Tout ça pour avoir un pareil résultat, mais justement devrait avoir, c'est nous qui devrions donner des leçons de dignité, de souveraineté, de lucidité et d'engagement. Je parle bien d'engagement. Ce qui nous tue, c'est le non-engagement. Et d'engagement dans nos problèmes. Mais on va prendre ce cas de M. Bolloré et son groupe. On prendra d'autres cas. Le concurrent de M. Bolloré, qui est un Suisse, Oui. a en son actionnariat un Camerounais. Mais rien qu'à partir de ça, rien qu'à partir de cet élément, fin des discussions. Bolloré n'a pas respecté son cahier. Il a peut-être 15 ans déjà là, à ne pas respecter le cahier. 15 ans à manger, c'est suffisant, tu as assez mangé. L'autre vient avec un atout qui est un avantage que tout pays aimerait bien. Vous avez pris un national dans votre actionnariat. C'est-à-dire qu'un Camerounais va entrer dans la haute logistique, dans la haute technologie, avec l'autre, celui qui était pressenti pour remplacer Bolloré. Si je parle comme l'ambassadeur de France, avec qui je suis d'accord, on a parlé la même langue. Moi, je défends le Cameroun. Il défend la France, je défends le Cameroun. On s'est compris. Monsieur, on s'est compris. Vous défendez la France, vous avez raison. Moi, je défends le Cameroun. Ouais. Ce nouvel arrivant va m'apporter ceci en mieux. En plus, il va faire entrer mes nationaux dans ce domaine qui est un domaine fermé. Fin de la discussion. Vous comprenez? Il ne devrait même plus. C'est quelque chose que les formations dites de société civile, au lieu de nous, même je suis dedans, on a passé le temps à déchirer, à regarder le pouvoir, alors que nous avons le pouvoir. Je ne parle plus du pouvoir de Yaoundé ou quoi. Moi, je n'en parle plus. Ouais. Puisque si nous bougeons comme il faut, il va faire ce que nous demandons. Pourquoi parler de lui alors que j'ai le pouvoir? On va s'en train de parler à la télévision. Tout à fait. C'est le pouvoir. Donc, excusez-moi, il n'y a plus, dès lors que ce monsieur apporte ceci par rapport à l'autre, en comptant pour à sa charge, c'est-à-dire qu'il a il a passé du temps là, peut-être que vous me dites environ 15 ans, à ne pas faire le travail. L'autre arrive, m'apporte des atouts, mais c'est fini. Il revient maintenant à nous qui avons le pouvoir de nous engager pour que ce ne soit pas comme ça. C'est quand même malheureux que quand on voit les milliards, vous savez, quand on voit les milliards, quand on parle milliards aujourd'hui au Cameroun, personne ne bouge. Comment quelqu'un peut engranger des milliards? Et je suis sûr que ce monsieur, tel qu'il fait, sur une vingtaine ou trentaine de milliards, il garde au moins 25 pour lui, il a distribué 5. Avec les 25 autres, il vient encore vous écraser. Ouais. Et personne ne bouge. Madame, je vais finir par un mot. Oui, allez-y. Excusez-moi pour Afrique Média qui sait faire parler les gens. Parce que moi j'ai une tribune que je prépare, j'attends le financement pour faire. J'ai déjà mon argent, mais si je ne peux pas tout vous dire, hein, je dois aussi réserver des choses pour, même si vous savez, nous faire parler ici. Il y a ce qu'on appelle l'éducation financière. Oui. Si nous avions l'éducation financière, ces choses ne se passeraient pas. C'est-à-dire que quiconque lirait ces chiffres-ci se fâcherait et réagirait. L'éducation financière, on l'a perdue. On l'avait.
tel que notre société a fonctionné. M. Mandeng était un fantastique historien formé à... donc, nous avions de la monnaie ici. C'est important de le dire. Il est fondamental dans mon argumentaire. Nous avions de la monnaie. Nous avions deux monnaies. Le Mboum, qui était une sorte de monnaie interne, et le Krou, qui était reconnu à l'extérieur. L'allemand, dans son livre, parle du Krou, il le prenait, ça avait une conversion. Telle que notre éducation était faite à l'époque, la moindre chose avait son éducation, son enseignement. L'habillement avait son enseignement. Toutes les langues, tous les mots de nos langues étaient liés à quelque chose. Ça veut donc dire qu'il y avait une éducation financière qui était donnée aux enfants pour dire le mbaume là, on n'utilise pas ça n'importe comment. Garde ça là-bas, fais ça. Et on avait les mots comme richesse dans nos langues, les mots comme pauvre dans nos langues. Donc on connaissait déjà la richesse et tout. Et il n'était pas prévu que tu sois trop riche. Tu commençais à déranger le chef du village, à déranger les notables. Donc on a perdu l'éducation financière. Il faut qu'on reprenne l'éducation financière afin que l'on commence à trembler quand on voit que quelqu'un a volé 100 millions. L'éducation financière, nous ne l'avons pas. C'est pour ça que vous voyez, vous vous demandez, mais les gens ils ont volé 100 milliards, 20 milliards, ils ont mis ça où? C'est l'éducation financière, ils ne sont pas éduqués. En face, lui il vole 100 milliards, 20 milliards, il fait rien avec, il va garder ça dans une banque occidentale parce qu'il n'est pas éduqué. En face, la victime de ce vol ne réagit pas, il est inerte, parce que lui non plus n'a pas d'éducation. Et c'est ça qui aide les gens comme ce monsieur Bolloré à évoluer. Le manque d'éducation financière qu'il y a en face. Parce que quand je lis, on m'a envoyé un document là, quand je vois les chiffres, je vous assure, chez eux, chez les Blancs, la première ligne de chiffres, on ne dit même pas le reste. Merci. Donc, excusez-moi. Merci à vous, monsieur Yango. On va aller au standard prendre le premier téléspectateur de cette soirée. Monsieur Martial, vous nous appelez de Douala. Bonsoir. Bonsoir. Oui. On vous écoute. Oui. Merci, monsieur Mandeng. Mes félicitations pour votre félicitations, monsieur Diabaté, avec le papa qui est sur le plateau. Merci. Je souhaiterais dire ici qu'en réalité, n'est-ce pas, comme je l'ai souvent dit, nous exhortons nos dirigeants à mieux nous écouter. Car il n'y a pas de miracle à cela. Pas de Dieu. Je dis, écoutons notre papa développer ce qu'il vient de développer. Ce n'est pas une affaire que nous avons l'habitude de décrier. Et ce qu'a dit M. Diabaté Mandeng, ce n'est pas loin de ce que nous avons l'habitude de dire. Donc, la vraie question ici, c'est quoi? Une dirigeante défendre nos intérêts à nous. C'est-à-dire, parce que nous, il s'agit de la situation camerounaise, il faut défendre les intérêts du Cameroun. Connaissant ce qu'il faut a fait au cours de Douala, je ne vois pas pourquoi il peut prétendre récupérer ce même port d'ici 2 ans. Sincèrement, nous devions être patriotes, tout au moins. Celui qui préfère absolument la meilleure offre. Et en tant que nous disons bien voté, il a été médiocre. Parce qu'il a été médiocre depuis pratiquement 15 ans. Alors, ce que nous demandons à notre gouvernement, c'est de nous dire, sincèrement, ils ont besoin de nous rendre compte, c'est de nous dire qu'ils défendent nos intérêts ou les leurs. Parce que ici, il s'agit du peuple camerounais et du Cameroun, de nos intérêts. Quand nous observons ce que Bolloré fait, les employés de Bolloré se plaignent dans tous les secteurs. Et rien que ça était suffisant pour que le gouvernement camerounais écarte M. Bolloré. Je dis écarte M. Bolloré, y compris concernant le port de Kribi. Donc, nous voulons voir si nos dirigeants nous écoutent, au moins cette fois-ci, parce que je pense que s'ils nous écoutent, c'est pour la première fois qu'ils nous écouteront.
Donc, j'exhorte notre gouvernement une fois de nous écouter, pour la première fois. Merci à Henri Diabaté. Et vous faites du bon boulot là, et persistez dans cette lancée, car nous vous soutenons. Merci. À vous, Martial, très bonne soirée. Monsieur Henri Diabaté Mandan, Monsieur Yango parlait tantôt de cette démission collective. À côté de cela, on parle de décisions politiques, hein, s'il faille bien évidemment prendre certaines décisions, comme du côté du Bénin. Donc, il y a donc tous ces... D'accord, ok. Il y a donc tout cela, donc cette situation, là on parle de décisions politiques aussi des dirigeants africains. On se rend compte que la plupart des dirigeants africains n'arrivent pas donc à taper de poing sur la table. On sait également que lorsqu'il y a eu ce scandale, du moins cette histoire qui s'est révélée du côté du Cameroun, mais aussi dans d'autres pays africains, le groupe Bolloré, en tout cas ses avocats, son collectif, n'a pas manqué de se vanter aussi qu'il y a des complicités aussi en interne dans ces gouvernements africains-là. Donc on peut peut-être comprendre pourquoi il parvient toujours, du moins, à rester dans ces pays-là, mais on sait également qu'il faut une décision politique. C'est vrai que votre question, elle est magnifique parce qu'elle plonge même au cœur de la souveraineté de nos États. L'indépendance, Doyen Yango qui parlait tout à l'heure, du type d'État qu'on a. On a une date qui célèbre l'indépendance de nos États, mais la mentalité de coloniser reste si forte, elle reste si prégnante. On garde les traumatismes, les névroses, les obsessions de la colonisation en nous. On est certes une génération qui n'a pas connu les Blancs, qui n'a pas su qu'on dit un Blanc, massacre, on baisse la tête devant un Blanc. Mais les stigmates de la culture mémorielle gardent les sévices, la domination occidentale sur nous. Le type d'exploitation dont a été victime nos pères continue de peser sur nous dans notre subconscient. On garde, vous savez, tout ce qui est chez nous, le travail, on dit il travaille comme un blanc, pour dire de quelqu'un qui se réveille à 11 heures, qui paresse au lit, se réveille à 11 heures, va ramasser l'argent et rentre dormir. Tout ce qui est bon, lorsqu'une papaye est douce, on dit que c'est la papaye du blanc. Tout ce qui est beau, c'est la chose du blanc, c'est l'arbre du blanc. Donc vous voyez, même le langage chez nous, le travail chez nous est synonyme d'esclavage, c'est le njomassi, c'est le njok. C'est synonyme, tu vois, de sorcellerie, de souffrance, de douleur, parce que le blanc a tout fait pour dénaturer la qualité du travail chez nous. Donc chez nous, le gros problème de nos États, c'est notre culture. C'est-à-dire que culturellement, on n'est pas prêt, on n'est pas indépendant, on n'est pas prêt à sortir, à nous désinhiber de la culture coloniale. On est comme cette chèvre qui a été longtemps attachée, retenue à une corde. On a coupé la corde, on lui dit de partir du piquet, va-t'en. Elle refuse de bouger, elle reste bloquée là, à son piquet. Quand elle a l'impression d'être toujours attachée. Et c'est ça le malheur de l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique qui ne sait pas tenir son destin en main. Comprendre que plus que jamais, aujourd'hui, ce moment est décisif pour elle. Parce que cela est quand même étonnant. Que quelqu'un, vous parliez tout à l'heure d'amis, les grands amis de Bolloré. Oui. Rien que dans la boucle en Afrique de l'Ouest, dans le chemin de fer Niger-Côte d'Ivoire, vous allez constater que dans chaque pays où le train devait passer, il y avait un intérêt économique qui était lié à cela. Et cet intérêt économique, généralement, était piloté par le chef de l'État. Je prends un seul exemple. Celui au Burkina Faso, la mine de fer de Tambao, c'est une mine extrêmement riche, à forte teneur en fer et tout, et elle était convoitée par un certain nombre de compagnies. Et c'est le frère de Bolloré, François Compaoré, le très célèbre François Compaoré, et sa belle-mère, la belle-mère nationale, comme on l'appelle à Ouaga, Maman Alisaka Ouedraigo. C'est ce lobby-là qui contrôlait cette mine de chemin de fer. Et elle avait fait pression sur le président Compaoré pour que le train passe par là, pour que le président Compaoré donne son assentiment au projet de chemin de fer l'épine dorsale que Bolloré voulait faire. Donc, vous comprenez, imaginez-vous
que vous ayez la moindre décision juridique, vous ne pouviez pas taper Bolloré. Mais puisque ses amis l'influence de ses amis allait vous dominer, allait contrôler l'affaire. Donc, fondamentalement, dans chaque pays, il avait un intérêt. Au Niger, le président du Niger, c'était Mamadou Tandja, s'était aligné comme un jeune élève. Au Burkina Faso, il avait ses amis. Au Bénin, Yahi Boni, le grand pleureur national pour les Français, lui, il avait signé, avant même qu'on lui demande de signer, il avait déjà signé. Donc sur tout ce pourtour, en Guinée, le président Condé, lui, s'est fait extrêmement plaisir. Et Bolloré mettait tout, il ne lésinait sur aucun moyen. Les moyens mystiques, il menait. Le grand patron de la franc-maçonnerie venait de la Grande Loge, venait parler aux fraternes. Et comme les fraternes, ce sont eux qui sont au pouvoir, forcément, c'est lui qui contrôle. Ce sont eux, les bonnes décisions allaient dans ce sens. En Côte d'Ivoire, cela s'est fait. Ce sont les fraternes, c'est le grand-mère, le grand-mère de l'impérateur qui est venu signer, qui est venu mettre le forcing, en disant au président ivoirien, tu sais... quand on gagne ce genre, comme ils ont fait ici sur le pont, sur le Vouri, oui. Vous savez que quand on gagne ce genre de marché, ils nous donnent 3-4% à la fin. Donc vous voyez la connexion extrêmement sorcière que des gens peuvent amener dans un pays, sacrifier l'intérêt de tout un peuple, des populations, sur une sorte d'escroquerie spirituelle tout simplement. Donc, comment on peut exploiter spirituellement les individus de la sorte? Souvent, des gens qui sont allés à l'école, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils vont suivre des autres dans une sorte de sorcellerie qui n'a pas de sens. Donc, fondamentalement, ils ne lésinent sur aucun moyen, soit tant sur le plan mystique que sur le plan de la corruption. Ils s'adjoignent tout le monde. Mais c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas aussi faire le procès à Bolloré de ne pas de le faire en Afrique, puisque tous les multinationales le font partout dans le monde. Mais maintenant, il faut que les États soient forts. Il faut que les États aient les États aient des rouages sociaux qui soient bien huilés. C'est-à-dire que à côté, on a une presse qui est indépendante, qui est capable. C'est-à-dire, je vous prends un exemple. Il y a des journalistes français, le Canard enchaîné, qui découvrent que, en 1990, qui découvrent que le Parti socialiste français, parti au pouvoir, est financé par 2 officines privées, Urbain et Sage, ce qui est interdit par la loi. Du coup, le lendemain, Renaud Van Ruymbeck, le procureur de Drancy, ne réfléchit pas. Il met le premier secrétaire du Parti socialiste, parti au pouvoir, Henri Emmanueli, il le met en examen. Le gars est obligé de démissionner de son poste de ministre, il le met en examen. Donc vous voyez que le journaliste a fait son travail, les juges ont repris l'affaire en main, c'est comme ça que ça fonctionne. Au Cameroun, tu as beau crier, tu écris, mais rien ne fait. Quand tu as la chance, on te jette en prison. Quand tu n'as pas la malchance, comme Jules Koum, c'est un grumier qui t'abat. Vous voyez un grumier fou qui se déchaîne et qui vient vous abattre. Donc, vous comprenez, ou bien c'est un Ben Sekin qui vous racle dans une rue obscure de Douala. Quand Eneo a coupé la lumière, le Ben Sekin vous calcule dans l'obscurité, il vous racle, on n'en parle plus. On m'a dit, voilà Diabaté, il va habiter dans les quartiers difficiles. Et maintenant il se plaint quand le Ben Sekin le renverse. Voilà, c'est ça le vrai problème de chez nous. Est-ce qu'on a la capacité, on n'a pas de société civile. La société civile étant docilisée par le pouvoir du décret, tout le monde chez nous veut être nommé ministre. Tout le monde chez nous veut être nommé directeur. Ça fait qu'il n'y a plus personne pour se mettre entre les politiques et la population. Pour essayer de dire au peuple qu'attention, les gars, quand il y a un problème énergétique, par exemple, le problème énergétique au Cameroun, voici le vrai problème. Tout le monde dit au niveau du port, tout le monde dit que non. Le Drian est arrivé au Cameroun pour parler du port. Je dis aux gens que vous trompez lourdement. Le Drian est là pour le projet électricité, c'est-à-dire le barrage de Nachtigal, qui est le plus grand investissement hors France, fait par l'État français. Actuellement, c'est le plus grand investissement fait hors France. Le barrage hydroélectrique de Nompanga, c'est 37% des besoins énergétiques du Cameroun. La France a mis de l'argent. Je ne connais pas un seul projet au monde dans lequel la France a mis autant d'argent. Et les Français savent que le chef de l'État a l'intention de modifier
le code de 2011, relatif au secteur électrique, la production de courant électrique chez nous. Et si on modifie ça, ça va créer des problèmes pour tous ceux qui produisent le courant électrique, dont les conditions léonines dans lesquelles ceux-ci sont venus ont été finalisées sur le plan financier. Le dossier prouve à l'évidence qu'ils vont perdre. Donc, du coup, la multinationale est réfléchie. Elle joue sur les arguments psychologiques, sur beaucoup d'arguments, sur beaucoup de leviers. Donc, c'est pourquoi fondamentalement, dans nos pays vivement, qu'on ait une société civile forte, des gens qui soient suffisamment désintéressés, des gens qui ne sont pas prêts à aller dans les partis politiques le jour au lendemain. Parce que dès que tu rentres dans un parti politique, tu deviens partisan, c'est-à-dire tu n'es plus dans la société civile. Oui, parce que moi j'entends des gens me dire je suis avocat, donc moi je peux être dans un parti politique et être la société civile. Non, dès que tu es dans un parti politique, tu ne fais plus partie de la société civile. Oui, il faut qu'on soit d'accord. Dès que tu es dans le RDPC, tu es avocat, tu es dans le RDPC, tu es journaliste, tu es dans le RDPC, tu n'es plus journaliste. C'est pourquoi je persiste et je dis aux gens qui ne veulent pas le comprendre, tu ne peux pas travailler à la CRTV et être journaliste. Non, tu es journaliste en retrait. Oui, parce que la CRTV, c'est la média de l'État. Ça, son maître. Et le maître là-bas, les autres, ils font quoi? Ils lisent les communiqués. Les communiqués d'intérêt, avis et intérêt aux gens. Oh, donc les communiqués qui sont signés par qui? Par le pouvoir RDPC. Ils ne peuvent pas parler de choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils n'ont plus cette indépendance d'esprit. Parce que la force du journalisme, c'est quoi? C'est son indépendance d'esprit. C'est la crédibilité du journaliste. Tout à fait. J'ai entendu ça à la télé. J'ai entendu ça à la radio. Parce qu'on dit que le journaliste ne manque pas. Parce qu'il est un homme crédible. Et qu'est-ce qui garantit sa crédibilité? C'est son indépendance d'esprit. Mais à partir du moment où il est dépendant d'un pouvoir, vous comprenez qu'il ne peut plus, sa parole est remise en doute. Merci. Et de plus en plus, dans nos médias, dès que quelqu'un dit quelque chose, on dit que c'est un gars du MRC, c'est un gars du RDPC. Donc sa parole est sujet à caution. Oui. Donc véritablement, il faut que la société civile revienne au devant, de rebâtir la société civile. Ce n'est qu'à ce prix. Ce n'est qu'à ce prix que des pays comme le Cameroun, des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Bénin pourront sortir de l'ornière et pouvoir ébaucher une véritable politique de développement industriel. Merci à vous, Henri Diabaté Mandé. On va rentrer au standard avec vous, Jean-Claude. Bonsoir, vous nous appelez de l'Allemagne. Merci, merci Manuel Asiké, merci le standard. Je voudrais saluer comme ça les panélistes. Je salue monsieur Diabaté Mandé. Je salue aussi M. Eyango. Madame Manuela Siké, permettez-moi, à l'entame de mes propos, de présenter mes condoléances les plus attristées au peuple camerounais en général, mais particulièrement au peuple de l'Ouest. Au peuple de l'Ouest, au peuple de Bafoussam, qui a subi malheureusement cette tragédie qu'on pouvait vraiment prévenir. Et comme toujours au Cameroun, c'est toujours la surprise. Alors, du plus profond de mon cœur, je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les victimes, à toutes les familles qui sont attristées par cet événement triste, quoi. Alors, une fois que j'ai dit cela, revenons à nos moutons. Parlant de Bolloré, Madame Manuela Siké, je pense que vos deux panélistes ont très bien dit. Et moi, j'ai toujours dit comme quoi que nous sommes dans le pays des lions indomptables. Bolloré est arrivé au Cameroun qu'on ne le connaissait pas. Mais qui l'a rendu lion aujourd'hui? C'est nous. Quand je dis nous, ce sont nos dirigeants. Bolloré ne fait pas tout cela seul. Et regardez très bien le dominateur commun de Bolloré. C'est quoi? C'est la France-Afrique. Ce sont les pays francophones. Tout à l'heure, M. Diabaté Mandeng parlait de la ligne de chemin de fer qui relie, je crois, Nairobi à Mombasa. Mais là-bas, il s'agit d'un pays de l'Afrique de l'Est. Posons-nous la question de savoir pourquoi Bolloré est tellement aussi puissant rien que dans les pays francophones qui utilisent le franc CFA. Mais posons-nous cette question et je pense que nous avons la réponse. Nous avons la réponse, c'est que nos dirigeants sont tous assujettis à la France. Eh bien, ce n'est pas seulement l'unique raison. Et c'est parce que aussi nos dirigeants ne sont pas nationalistes. Ils pensent qu'à leur intérêt. Parce que Bolloré arrose tous ces gens. Je vais vous prendre un exemple. Il y a
l'ancien maire de Njombe Pendia, M. Paul-Éric Kingé, qui avait demandé à une société de bananeraies dans la zone de payer ses impôts pour qu'il puisse créer des services pour son peuple. Vous savez très bien ce que ce monsieur a subi. Il a été balancé dans les prisons, dans une prison, je crois, à Yaoundé, à partir d'un mot qui a été signé venant de la présidence de la République. Ceci démontre que ce qui se passe au Cameroun et dans la plupart des pays francophones CFA, ce sont nos gouvernants, ce sont eux les vrais problèmes. Et quand vous parlez des fratères, moi je me pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas les fratères au Nigeria? Est-ce qu'il n'y a pas les fratères au Kenya? Est-ce qu'il n'y a pas les fratères en Afrique du Sud? Mais pourquoi ça se passe qu'en Afrique francophone CFA? C'est la question dont je me pose et je voudrais avoir la réponse à partir de cela. Alors, quand Bolloré arrive au Cameroun, il crée ce qu'on appelle des sociétés écrans. C'est pas Bolloré qui se met devant. Il crée des sociétés écrans et à la tête de ces sociétés écrans se trouvent des Camerounais qui esclavagisent leurs propres connationaux. C'est ça la vérité. Et comme le disait M. Yango, il y a un problème qui se pose, le problème de la culture. C'est-à-dire, nous avons l'impression qu'au Cameroun, quand on dit que quelqu'un a détourné 100 milliards, c'est une chose normale. Mais je vous assure, ici en Europe, si on pouvait mettre les chiffres, les gains de Bolloré, je vous assure, le peuple européen se soulèverait pour chasser ce monsieur. Parce qu'il est inadmissible qu'un homme comme celui-là vienne faire des gains sans rien investir. Moi, j'ai visité le port de Douala quand j'étais au Cameroun. Moi, j'étais quand j'étais au Cameroun, bien sûr, je le disais. Bolloré utilise des bâtiments camerounais. Il n'investit rien. Et les camions, le matin, pour avoir de l'essence, ils se ravitaillent à une station essence Total qui est directement dans le port de Douala. C'est-à-dire, on consomme français directement sur place. C'est ça leur politique. Alors, la faute nous revient. Et je prends un autre exemple. Il y a un monsieur, un Français qui est venu au Cameroun, qui voulait ouvrir une société de fabrication de chaussures en utilisant la matière première qui devait être fournie sur place, c'est-à-dire les peaux des bœufs, des chèvres et des moutons. Mais, à cause de la corruption, celui-ci est allé s'installer, je crois, en Éthiopie. À cause de la corruption, c'est une interview qui circule même sur Afrique Média, si je ne me trompe pas. Il est allé s'installer en Éthiopie. C'est la faute à qui? C'est la faute à nos dirigeants qui sont tous des égoïstes et ils ne sont pas nationalistes et ils ne pensent pas au futur. Et comme M. Yangola dit, au pays, on a au moins 300 partis politiques, mais qui ne servent pas. Et ces partis politiques sont créés par qui? Par le parti au pouvoir. C'est l'unique, c'est le parti au pouvoir qui crée tous ces partis qui viennent sur le plateau, au lieu d'éveiller la conscience africaine, passent le temps à nous endormir. Parce que quand je suis ce que M. Diabaté Mandem dit et ce que M. Yango dit, c'est pas la même chose que certains panélistes, moi je ne vais pas citer les noms, certains panélistes viennent sur le plateau d'Afrique Média et ne disent pas la même chose. Alors sur ce, je vais sortir en disant que c'est nous le peuple qui devons nous lever et savoir où se trouve notre intérêt et aller le chercher et le défendre. Merci Afrique Média, que Dieu bénisse le Cameroun. Merci aussi à vous, Monsieur Jean-Claude, merci d'avoir appelé. Jean-Claude, je voudrais vous dire, cet homme en Éthiopie, parce qu'il est passé par le Cameroun, a appelé sa chaussure Sawa. C'est la marque de sa chaussure en Éthiopie. Oui. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Merci, Monsieur Yango. On va rester au standard. On prend un autre téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir, Manuel Appliqué. C'est M. Bertrand Capois qui appelle depuis les États-Unis. Je veux d'abord adresser mes condoléances à tous les habitants de l'État fédéral de l'Akam qui sont endeuillés. Nous attendons depuis qu'on décrète un deuil national à la République du Cameroun. Malheureusement, il n'y en aura pas puisque c'est l'État de l'Akam qui est concerné. S'agissant du sujet, Madame Manuela, je veux dire merci à Jean-Claude également. Je veux dire merci à tous vos deux panélistes qui sont sur le plateau. Merci également à votre équipe, à la technique. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Sur le sujet de ce soir, Manuela, nous devons arrêter de tirer sur Bolloré. C'est un individu qui vient au Cameroun faire son argent. Son problème, c'est faire son argent et partir. Il n'a rien à foutre avec vous. C'est nous, c'est les gouvernants qui doivent être là pour défendre l'intérêt de la population, Manuela. Pourquoi les multinationales
qui sont installés au Cameroun ne font pas la même chose qu'ils font au Cameroun en Guinée? Pourquoi ils ne font pas la même chose dans d'autres pays africains? Pourquoi ce n'est qu'au Cameroun qui font ça? Parce que là, nous avons la complicité de nos dirigeants, de nos chefs d'État là. C'est ça la réalité. Nous voyons l'histoire des dégâts. Vous savez que le conducteur de tir a été condamné pendant que Bolloré a encaissé par Manuela avec les milliards qu'il a encaissés sur la régie Pékin. Madame Manuela, nous les Camerounais, le Cameroun n'a jamais rien décidé au Cameroun. On nous a toujours tout imposé au Cameroun. M. Biya a été imposé au Camerounais, M. Aïdja a été imposé. Les Français ont pris la peine d'exterminer tous les Camerounais qui avaient un projet pour la visite de leurs petits-enfants et de leurs derniers petits-enfants. Et jusqu'à présent, c'est de ça qu'il s'agit. Tous les Camerounais qui ont un projet pour le Cameroun, on doit les embastiller, on doit les faire taire. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, c'est les Français qui gèrent le Cameroun. Le père était à Lyon, il nous a dit clairement, il fallait que vous deveniez rendre compte. Vous l'attendez à quoi? Les Camerounais doivent se battre, les Camerounais doivent se lever pour prendre pour occuper le Cameroun entre les mains de ces multinationales françaises et ces politiques françaises avec la complicité de nos élites. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La plupart de ces élites, ils sont en France, ils ont les passeports français, ils ont les passeports américains, ils ont tout dans les poches. Les enfants sont dans les multiples écoles à l'étranger et en ce temps, les nôtres sont dans la Méditerranée en train de mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes désolés et nous sommes fatigués de ça. Merci et bonne continuation de votre émission. Merci également à vous, monsieur. Merci pour votre participation. On va prendre un autre téléspectateur. On va rester au standard. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ouais, j'ai appelé vraiment pour remercier les deux personnalités qui sont sur le plateau. Voilà des Camerounais. Voilà des vrais Camerounais. Ceux qui viennent dire la vérité là. Donc vous supportez quelqu'un. Voilà, c'est des bons Africains ça. Quand on dit des gens là, voilà deux personnes là, ça suffit pour faire un pays. Hein? C'est de ça comme ça on a besoin. C'est de ça comme ça on a besoin sur le plateau. Ils disent la vérité. Hein? Comment je tenais à dire ça. Moi je suis trop facile à écouter Camerounais. Aujourd'hui j'ai mis ces deux là justement satisfaits ce soir là. Ce qu'ils disent. Moi, je présente toutes mes condoléances à tous les Camerounais pour ce qui s'est passé là-bas. Bon, que Dieu nous garde. Merci. Merci aussi à vous, monsieur. Vous appelez de la Côte d'Ivoire. Très bonne soirée. On va rester au standard. Allô, bonsoir. Très bonne soirée. On va. Allô? Oui, bonjour, Manuel. Bonjour à vos différents panélistes, surtout à notre frère Mandeng, pour tout le travail qu'ils font pour notre Afrique et plus précisément le Cameroun. Vraiment, je suis encore content et je serai toujours content et je dirai toujours merci à Dieu pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, pour eux qui se complaisent pour la construction de l'Afrique, Bolloré doit savoir qu'il ne peut pas. Et je voudrais parler à nos bien-aimés qui appellent tout, et qui peut toujours politiser tout. Et il y a une situation, on n'a pas besoin de politiser, on n'a pas besoin de venir dire des trucs et tout ça. Il y a le frère qui appelle des États-Unis. Si on enlève le président et puis on met Kamto, Kamto pourra faire le contraire. Il ne pourra pas faire le contraire. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour aider le président qui viendra après. Le président qui viendra après verra qu'on a déjà une société civile forte. Et il ne pourra pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi aujourd'hui on a besoin de une société civile forte. Et c'est ce qu'on doit expliquer à tout Camerounais, à tout Africain. Donc, le président est là, il fait ce qu'il peut, nous devons le pousser à faire ce qui va dans notre intérêt.
Et c'est ce que nos frères sont arrivés là ce soir pour nous dire. Je suis d'accord avec eux. Salut, pour ne pas monter la parole. Merci. Merci également à vous. On va d'abord laisser le standard. On revient sur le plateau avec nos invités. Alors, monsieur Eyango, je reviens une fois de plus vers vous. Vous êtes syndicaliste également, comme on l'a dit à l'entame de cette émission. Alors, vous dénoncez cet état de choses, justement, cette exploitation de Vincent Bolloré, précisément du côté du Cameroun. Tout à l'heure, on a parlé de ces complicités en interne. Alors, est-ce que dans vos revendications, est-ce que vous faites souvent face justement à ce type de personnes? Est-ce que vos activités sont bloquées à un moment? Est-ce que vous expérimentez en tout cas cette complicité-là dans vos activités? C'est tous les jours. Pendant pratiquement toute une vie, j'ai bagarré pour une entreprise appelée Camer. Où je viens de vous raconter vous avez une histoire où ça je ne savais même pas, mais je savais que bien sûr qu'il y a des gens de l'extérieur en Europe qui luttaient pour que Camer ne marche pas. Mais je ne sais pas juste à quel niveau c'était parti. Il y a eu des Camerounais qui, payés par l'étranger, nous combattaient pendant que nous luttions pour Camer. Il y a eu des faux commis de l'État. Ils ont mal fini. Ils sont en prison. J'ai suivi un journal qui parlait un jour des prisonniers du président. J'ai dit oui, c'est vrai, ça sont les prisonniers de Biya. Puisque c'est lui seul qui combat ces gens qui détournent l'argent. Dans la tribune, je vous donne l'exclusivité, réfléchissez, madame la journaliste. Dites-vous, pourquoi est-ce que les gens détournent autant d'argent alors qu'il y a des opposants radicaux? De la façon même que ce que le monsieur vient de dire, prenons ça pour vrai. Ces partis ont été créés par... Mais il y en a qui se disent opposants radicaux. Mais pourquoi ils ne font pas peur aux détourneurs de fonds publics? Pourquoi il n'y a que... Je n'ai pas dit le pouvoir des DPC. En fait, c'est Biya seul. Dans toute la corruption. Partout la corruption. Dans tous les pays, même en Amérique, il y a la corruption. Et mais ici, dans ce pays, aujourd'hui, on a une seule personne pour lutter contre la corruption. Pendant, je sais de quoi je parle, je sais de qui je parle dans une vidéo qui est sur YouTube, j'ai donné les noms. Pendant que des journalistes et notamment des opposants nous ont mitraillés pendant que nous dénoncions ceux qui pillaient la Camer, nous les syndicalistes. Oui, madame, on a vécu ça. C'est le chef de l'État seul qui nous a écoutés, a pris nos documents et les a envoyés en prison. Dans le cadre de l'opération dite Pelvi. Oui. Même s'ils avaient eu le temps de tuer la Camer. Et c'est pour ça que le chef de l'État avait insisté pour que les agents de la Camer soient payés. Alors que l'on disait qu'on ne va pas les payer, il n'y a pas d'argent là-bas. Ils savaient. Donc on a vécu ça et dans nos combats à un moment donné, pendant que vous luttez pour votre pays, vous avez le sentiment que celui en face de vous, qui est votre compatriote, lutte pour autre chose. Un jour, je serai sur votre télévision avec la personne, je vais vous dire aux Camerounais comment cet opposant dit radical qui braille contre le régime était venu m'espionner pour le compte d'une compagnie étrangère. Oui, madame, j'ai vécu ça. Je le découvrirai beaucoup plus tard. Un opposant radical, de vos opposants radicaux là. C'est très difficile pour les syndicalistes et toute société civile de lutter dans un contexte comme celui-là. Le pouvoir, c'est-à-dire qu'on entend les dirigeants, c'est pas notre principal ennemi aujourd'hui en réalité au Cameroun. Notre principal ennemi aujourd'hui au Cameroun, ce sont certains commis d'État, c'est vrai, et la société civile qui s'est pris donner une mission de ne parler que du pouvoir, au lieu de parler du pays. Lorsque nous allons nous lever un jour, je vous dis, cette affaire est une affaire test. Mettons-nous, suivons très bien ce que disent les ambassadeurs, l'ambassadeur de France et l'autre français dans une vidéo qui n'est pas en train de passer là, mais que nous allons faire passer. Où ce monsieur fait comprendre que il n'est pas là pour voir si Bolloré travaille bien en Afrique, s'il paye bien les salaires, il est là pour voir la France.
Il a raison. Nous aussi disons que nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour voir le Cameroun et après Bolloré, de celui qui le remplace, à un actionnaire camerounais. À partir de là, quel débat il y a encore? Et quand on met en plus à la charge de Bolloré, la façon dont il a, comme dit la nouvelle, tué le port. Le journal La Nouvelle. Il veut tuer le port. Il n'y a plus de discussion. Si on était raisonnable, si on était sérieux, cette affaire est terminée. Il n'y a plus lieu à faire une émission de télévision. C'est terminé. Un Camerounais devient actionnaire, entre dans la haute logistique et dans la haute technologie. Celui-là, l'autre qui arrive, promet, il va tenir. Si on est fort, il va tenir parce qu'il faut qu'on se dise les choses. C'est parce qu'on est faible que M. Bolloré s'est amusé, M. Mandeng a très bien ressorti l'historique. C'est parce qu'on est faible que M. promet les politiques qui ne livrent pas. Parce qu'il n'y a rien en face. Si celui qui dit qu'il va le remplacer trouve une société forte, il va remplir son cas de charge. Et c'est tant mieux pour le pays. Parce que plus il y aura de politique, plus il y aura, même si c'est automatisé, plus il y aura d'employés. Et plus il y aura d'employés, plus il y aura du savoir-faire. Donc, il y a tout à gagner à ne pas reconduire l'ancien que je refuse de citer. Il y a tout à gagner. Il n'y a même plus de discussion. J'appelle les Camerounais, c'est vous qui avez le pouvoir. Il ne faut pas regarder nos dirigeants, c'est vous qui avez le pouvoir. Au Nigeria, le président nigérien avait dit quoi? Quand il fallait qu'il signe, qu'il ratifie la zone de libre-échange économique africaine, la ZLECA. Il a dit clairement, je vais consulter les syndicats avant de signer. Il ne l'a pas dit parce que lui il est plus libéral, ou je ne sais pas si c'est ça d'être libéral, s'il est parce qu'il est plus ouvert que les autres. Il a dit parce que au Nigeria, il y a cette société civile qui est forte. Il a été obligé de s'aligner. C'est un alignement qu'il a fait. Il nous appartient à nous tout simplement de vouloir que le port marche et il marchera. Ce n'est pas l'affaire d'une personne ou d'un dirigeant. Nous aurons tous échoué si cette affaire se passe comme c'est en train de vouloir prendre la temps. Il faudra considérer ça comme un échec collectif. Merci à vous, monsieur Yango, monsieur Harry Diabaté Mandin. Échec collectif, comme le dit monsieur Yango. Mais il y a cette autre interrogation finalement qui rejoint peut-être l'intervention du téléspectateur tout à l'heure qui disait qu'il ne faut pas tout politiser, mais on s'interroge, est-ce que cette affaire finalement en Afrique, est-ce qu'elle n'est pas politique finalement, puisque on a l'impression de toutes les façons qu'elle dépend aussi les principaux concernés, c'est ces chefs d'État-là qui peuvent prendre cette décision, le cas de M. Patrice Talon. Donc, est-ce une erreur de politiser une telle affaire? Au contraire, il faut politiser cette affaire parce que nos États sont très jeunes et nos États ont d'énormes besoins. Nos États ont une jeunesse qui piaffe d'impatience, une jeunesse qui est avide de vie, qui est avide de vie et qui croit, qui a besoin, qui est mu par un espoir fou, un espoir de développement. L'Afrique, c'est l'endroit au monde où il y a le plus de jeunes. Tout à fait. C'est l'endroit où le monde, la population est la plus jeune. Et les jeunes ont conscience qu'ils ont un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'ils ont du potentiel. On a un marché déjà économique très fort, on a un potentiel minier qui est extraordinaire, qui est fabuleux. Dieu nous a donné le paradis. On ne comprend pas pourquoi on ne peut pas se développer. C'est vrai, on a été balkanisé en 1960, mais on peut traverser ça. Parce que de façon naturelle, le gars qui est en BAM, il ne sait pas s'il est Camerounais, s'il est équato-guinéen ou Gabonais. Il sait qu'il est un Africain parce qu'il a des parents dans tous les pays, dans chacun des pays. Donc vous voyez qu'il y a cette proximité naturelle qui fait que les Africains sont un. Maintenant, on a mis des barrières artificielles pour les diviser. Les Africains peuvent venir à bout. Aujourd'hui, c'est aux politiques. Les politiques, ils se rendent compte de plus en plus que, à trop vouloir
refuser de suivre ce que le peuple dit, celui-ci les renverse souvent tristement. Compaoré est le meilleur des exemples. Il faut comprendre que nos dirigeants sont devant un dilemme qui est très cornélien. En ce sens que, et ça je le dis, l'État qu'on a reçu, tel qu'on l'a reçu en 1960, il a été pensé, imaginé et traficoté par le colon. Le colon est sorti par la porte et il tente de revenir par la fenêtre. Les élites, dont il y a une sorte de formatage spirituel qui fait que les gens sont attrapés, sont solidement ligotés de jour comme de nuit, par des accords qui font en sorte qu'ils sont des marionnettes de l'État colonial. En fait, ceux qui sont là sont bloqués, ils agissent comme des pantins désarticulés. À chaque fois que chacun d'eux tente d'élever la tête, on tape sur ses doigts. Tout le monde le sait, Amadou Ahidjo part de ce pouvoir pas parce qu'il était vieux ou il était malade. Il part de là parce qu'il a créé un embryon industriel qui menace un potentiel industrialo-économique qui menaçait les intérêts de la métropole. Alors la métropole a jugé qu'Ahidjo, et il a, sur le plan de l'aviation civile, il met la caméra, sur le plan industriel, il met des entreprises comme ce Lucam, qu'à terme, le Cameroun ne va plus importer du papier de l'étranger, donc un manque à gagner pour les entreprises françaises. Dans de multiples secteurs, le secteur du sel, même le blé, le Cameroun veut réimplanter le blé. Le riz, le Cameroun a mis 3 grands plants de riz à Yagua au nord, à Sanchou, la Sodérim, dans la plaine d'Endop. Le Cameroun consommait 98% de sa production de riz en 1975. En 2019, on importe tout notre riz. Pourquoi? Parce que les gens ont intérêt à ce qu'on importe du riz. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on tue complètement le potentiel industriel du Cameroun pour rendre le Cameroun un pays, c'est-à-dire on met le Cameroun dans une situation de bayam selam incroyable où le Cameroun il doit importer. Il n'y a pas d'industrie, on doit importer tout. Tout, le cure-dent on doit importer. Il y a les arbres dans la forêt, on s'en fout. Vous importez le cure-dent. Vous avez les ingénieurs à Polytechnique. Qui est directeur de Polytechnique? On va mettre un noir, mais derrière, il y a un blanc qui va régler tous les curricula d'enseignement. Et les curricula d'enseignement de Polytechnique vont curieusement esquiver les besoins économiques stratégiques du Cameroun. Ce qui fait que le Cameroun, les secteurs clés dans lesquels l'école doit être orientée pour fournir les cadres qui doivent permettre le décollage industriel, non, on oriente cette école-là à aller faire autre chose. Donc vous voyez, donc fondamentalement c'est comme ça. Voilà l'état post-colonial. Cet état-là, il faut le détruire à la hache et créer un vrai état. C'est pourquoi j'ai tellement espéré que le dialogue national pouvait nous servir de tremplin. Organisé par le président Biya au Cameroun, pouvait servir de tremplin au Cameroun et à beaucoup de pays africains pour dépasser les clivages traditionnels et créer créer une nouvelle conscience nationale autour de laquelle le peuple se reconnaît, tant sur les langues qu'on parle, sur la couleur même de notre drapeau, vert ou jaune même, ça veut dire quoi? L'hymne même qu'on chante là, on ne sait même pas. La constitution qu'on a, est-ce qu'elle reflète l'état d'esprit des Camerounais? Est-ce que les jeunes Camerounais se reconnaissent dans les institutions de notre pays? Donc, il fallait avoir ce genre d'introspection collective qui devait amener les Camerounais à repenser l'État. Or, la mentalité coloniale fait que le tenant du pouvoir chez nous s'imagine que non, il serait dangereux comme il est aux ordres de l'autre. Vous avez vu quand le ministre français Le Drian est arrivé, toute la classe politique camerounaise, comme des moutons, tous sont allés rencontrer Le Drian. Ça c'est 59, j'ai revu les images de 59. Bernard Cornu-Gentil arrive au Cameroun, ministre de la France d'Outre-mer, et tous les politiques camerounais de l'époque vont s'aligner à l'hôtel L'Indépendance, chacun attendant son tour pour être reçu par le ministre français de la France d'Outre-mer. Et il en sortira les 3 grands globes qui vont diriger le Cameroun pendant 60 ans. Donc, toutes les alliances seront tissées qui vont diriger le Cameroun pendant 60 ans. Et
Le Drian arrive encore, tous les hommes politiques camerounais vont s'aligner. Il a reçu le président Paul Biya. Le président Paul Biya l'a reçu au palais. Mais tout le reste, ils sont venus à l'ambassade de France. Maurice Kamto, Cabral Libi, Joshua aussi. Ils étaient en rang, comme à l'école, comme au cours élémentaire de 12. Le système Odulatis s'est mis en rang. Ils ont reconstitué la grande famille Odulatis. Comment faire pour exploiter ce peuple? Pour recréer les bases d'une nouvelle exploitation. Et on crée une base d'une nouvelle exploitation pour 50 ans. Parce que l'histoire, elle est cyclique. Donc, véritablement, le pays ne peut plus vivre. Donc, les Bolloré, quand ils voient ça, ils se disent, quand le Drian arrive, là, non, ne vous gênez pas, on va négocier, on va voir. Je vais parler, je vais voir un certain nombre de gens là, on va voir. Il y a quelqu'un, on va amener ça au tribunal et on va mettre fin à ça. Vous savez comment ça machine. Et c'est ça le vrai problème. Ce n'est plus l'Afrique. Ils se trompent d'époque. C'est une époque, aujourd'hui on est dans une autre époque où les Africains, les moutons d'hier là, ils ne sont plus les moutons. Peut-être qu'ils sont devenus de grands béliers, je ne sais pas. Donc, ce qui fait que véritablement, l'Afrique a beaucoup changé. Il y a eu des mutations extraordinaires qui ont complètement transformé, qui ont travaillé le corps social, ont transformé les individus et ont créé un nouvel état d'esprit. Les politiciens refusent de prendre ces appels d'air en considération. Ils font une erreur capitale. Ils seront très surpris dans les jours qui viennent de voir comment la pression populaire exercée. Parce que ce qu'on ne sait pas dans nos pays, un pays comme le Cameroun, les pères du Cameroun indépendant, ce sont les syndicalistes. Ce sont les syndicalistes autour de Moumé Itia, de Benoît Ngom, de Ruben Oumiobe, de Charles Assali. Ce sont eux, dès 1940, qui vont travailler le corps social, bénéficier des lois portant libéralisation sociale du général de Gaulle à travers la conférence de Brazzaville de 1944, qui vont travailler le corps social de 1944 à 1955. Le Cameroun était mûr en 1955 pour reporter la revendication de son indépendance et de l'autodétermination des populations à partir de 1955. Donc fondamentalement, c'est la société civile qui a mené le combat. Ce ne sont pas les politiques. Les politiques n'ont fait que récupérer le combat des syndicalistes. Plus que jamais, c'est à la société civile tout entière, pas seulement les syndicalistes, mais la société civile tout entière, de reprendre les termes du combat et d'amener le changement, de porter le changement. Et c'est comme ça partout. En France, la révolution n'a pas été le fait des politiques. La révolution a été le fait de Danton, c'était un avocat. L'abbé de Sieyès, c'était un religieux. Camille Desmoulins, il était journaliste. Donc, il faut que les gens comprennent que partout, c'est la société civile qui est au cœur des grands changements, des grands bouleversements. Aux États-Unis, on l'a vu. George Washington, c'était pas un politique. Thomas Jefferson, Abraham Lincoln était avocat. Thomas Jefferson, voilà des gens qui ont changé leur monde. Et c'est possible chez nous. Il faut simplement que on ait le sursaut national, comprend le sursaut patriotique, c'est-à-dire qu'on réallume la flamme que nos pères ont allumée. On ne la laisse pas s'éteindre, la flamme du nationalisme camerounais. Merci une fois de plus à vous, Henri Diabaté Mandin. On va bientôt entamer la dernière ligne droite de cette émission. On reviendra bien évidemment, tout de même, puisque vous parlez de sursaut patriotique, on reviendra sur ces manifestations qu'on ne saurait ignorer, qui de plus en plus, des manifestations en Afrique, mais aussi d'ailleurs hors du continent africain, contre Vincent Bolloré. En attendant, on va lire quelques messages de nos téléspectateurs. Rappel qui nous suivent en direct. Vous pouvez bien sûr nous suivre en direct de notre page Facebook Afrique Média TV. Donc alors Afrique Média TV, oui, sur notre page Facebook, vous pouvez également nous suivre en direct. Alors monsieur Désiré Olivier Sama Bida qui dit avant 1945, quelle était la monnaie utilisée au Cameroun avant la mise sur pied du CFA pour que nous puissions pas la remettre en circulation en mettant fin à cette nazie monétaire, que la France n'a pas pu supporter ce système allemand de Hitler que pour 2 ans. Monsieur Judo Bontonnet, jamais échec collectif. Là, je crois qu'on s'adresse à vous, monsieur Yango. Celui qui accorde la concession du port est responsable de cet échec. On ne mélangera pas la signature de Paul Biya avec l'accord du peuple camerounais. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, répondre là-dessus? Pas d'échec collectif, en tout cas, pour monsieur Bontonnet. Non, je dirais à monsieur, il a réfléchi, moi aussi, chacun a réfléchi de sa manière. je lui rappellerai que c'est l'engagement
qui a fait que le Bénin arrive au résultat auquel il est parvenu. Je lui rappellerai que c'est l'engagement qui a fait que les pays occidentaux arrivent au niveau de développement qui est le leur aujourd'hui. Je lui rappellerai que c'est le non-engagement qui nous crée de sérieux problèmes. Fondamentalement, c'est le non-engagement qui nous détruit aujourd'hui. Merci, Monsieur Eyango. Alors, on va continuer à lire quelques autres messages. Une société forte doit passer par un système éducatif unique à la citoyenneté typique camerounais, un système judiciaire unique, une monnaie pensée et fabriquée au Cameroun. Alors, on poursuit, on sélectionne quelques messages qui ont bien sûr trait à la thématique de ce jour. Gaspard Ateba, il faut aussi que nous mettions en place un système de carte bancaire échiquier à tout le monde, trop d'argent liquide qui circule, certainement en référence avec l'affaire de corruption dont on a bien sûr fait allusion ici sur ce plateau. Gaspard Ateba qui dit une fois de plus bonsoir à toute l'équipe, sans oublier les panélistes. Merci, on ne doit plus laisser venir voler nos richesses. Monsieur Comboloré, c'est un poison pour nos pays, le Cameroun bien sûr aussi, comme pour les Africains. Merci à vous. Kassoum Yagibou, Afrique Médian vous suit. Merci pour le travail que vous faites. Voilà. Beaucoup de messages, on a le temps peut-être de sélectionner certains. On va poursuivre sur le plateau avec nos invités. Comme on le disait, on aborde la dernière ligne droite de cette émission. On saurait donc ignorer, bien évidemment, ce réveil, on va dire comme ça, de la population africaine. Plusieurs manifestations à travers dans les pays africains, mais aussi hors du continent. D'ailleurs, même les Français, on avait vu ces images du côté de la France, eux-mêmes avaient donc manifesté devant le siège de Bolloré du côté de la France, comme pour dire que cette exploitation du géant français n'est pas méconnue ou encore est connue de tous. Aujourd'hui, les Africains semblent donc se réveiller et être derrière leurs dirigeants. Donc, Monsieur Eyango, alors ces manifestations ou dénonciations des Africains, je pense que vous avez quand même vu certaines images, non seulement du côté de la France, d'ailleurs même du côté, parlant des Camerounais qui ont manifesté après l'accident, par exemple, ferroviaire des ECA, des Camerounais ont manifesté du côté de la France pour dénoncer ce qui ne se faisait pas avant. Donc, il y a donc cette dénonciation aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ce sursaut aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que cela pourrait apporter? Si oui, comment est-ce que vous pourrez peut-être, pourquoi pas améliorer? Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer ce type d'action? Peut-être pour que cela puisse porter, parce qu'aujourd'hui, il y a la décision politique, mais on est sûr et certain qu'il y a aussi la décision du peuple. Ici, excusez-moi de revenir sur le mot politique. Oui, allez-y. À chaque fois, on dit il ne faut pas politiser. Oui. Mais qu'est-ce que la politique? Lorsque ce dirigeant de ce pays européen a tranché en disant que son peuple est fâché, il faut sauver la compagnie aérienne, il n'est plus avec Bruxelles, c'était la politique. Excusez-moi, je crois que je vais créer mon mot pouvoiriser. Il ne faut pas tout pouvoiriser, mais il faut bien tout politiser. Justement, ce que M. Mandeng vient de l'histoire que M. Mandeng vient de raconter, vous savez l'histoire, les pays que vous dites grands pays aujourd'hui ne jouent pas avec leur histoire. Vous touchez à l'histoire, vous êtes accusé de révisionnisme. Parce que ici, après la colonisation, on a voulu faire de l'histoire une discipline d'éveil, alors qu'elle est une discipline de construction de l'individu. Sans l'histoire, vous ne pouvez pas comprendre que je ne peux pas le faire. Il y a eu une indignation collective après l'affaire des ECA. Je me souviens de quelqu'un qui s'était mis, d'ailleurs il a dit, mettez-moi Bolloré ici, je le tue avec les mains, je vais en prison. Il ne s'était pas caché, il a répété plusieurs fois. Tout le monde naît, même votre enfant à la maison, à un certain moment, là, même 6 mois, là, quand on le piétine, il se fâche, quand vous faites ceci, il se fâche. Nous naissons tous avec ce sentiment de dignité. C'est d'abord un sentiment avant d'être rationalisé et déjà en valeur.
Nous naissons tous avec la dignité et dans l'indignité, avec la colère, nous naissons tous avec ça. Ouais. Mais maintenant, pourquoi certains conservent et l'érigent en valeur, tandis que d'autres plutôt le perdent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est à ça qu'on arrive. Votre téléspectateur qui a dit que sa signature ne sera pas à côté de... Voilà le type de réflexion que nous voulons justement. C'est une réflexion. Mais je lui dirais, monsieur, non, justement, mettons-nous ensemble et considérons que nous devons signer. Si monsieur Biya signe ça seul, ça veut dire que c'est parce que nous l'aurons laissé signer seul. C'est parce qu'on a été dépolitisé. Il y a eu une dépolitisation et aujourd'hui, on ne voit la politique que comme étant la propriété du pouvoir. Il ne faudra pas confondre le pouvoir avec la politique. La politique, c'est la chose de tout le monde. Si vous ne vous, comme disait papa Tanko Hassan, de regretter mémoire, permettez que je le cite tel qu'il a parlé. If you don't make politics go make you. Donc, intéressez-vous justement à la politique, sinon vous êtes en fait dépolitisé et vous subirez les conséquences de votre démission. Car ce sera une démission. Voilà ce que je peux répondre. C'est cette indignation collective qu'il y a eu à ce moment-là. S'il y avait eu une société civile bien organisée, on devait la capitaliser, la maintenir. Il y a beaucoup de foyers. Je vous prends le cas de la Camerco, ou de la Camerco qui a fermé, ou de la Camerco. Si on se met ensemble, ce n'est pas le domaine du village, madame la journaliste, c'est le domaine du calendrier. Quand le calendrier, encore le calendrier, on dit ça en français. J'ai bien parlé la langue française à l'école, j'ai toujours été premier. Mais de temps en temps, je me rends compte que j'aurais mieux fait de bien apprendre ma langue, parce que c'est beaucoup plus restitutif, beaucoup plus culturel. Il n'y a pas de culture quand vous parlez la langue de tout, ça n'existe pas. Si on s'était mis le domaine du calendrier, vous savez le calendrier, quand on dit ça le calendrier, c'est à cause de mon calendrier que j'ai fait cette petite digression. Nous avons eu le calendrier chez nous, c'est pour ça que nous connaissons demain, hier, avant-hier, un mois, 9 mois, nous connaissons ce que l'enfant fait une fois dans le monde. Personne ne nous a enseigné ça. On sait que l'enfant a déjà 2 ans. Ces 2 ans, c'était 12 mois. Chaque mois, là, c'était 30 jours. Personne ne nous a enseigné le calendrier. C'est pour ça que je vais donc dire que le domaine du calendrier, ce n'est pas le domaine du village qui veut dire le domaine que après. Si on se met ensemble, la société civile se met ensemble, la Camerco là, change demain. On est aujourd'hui mercredi le 29. Le 30. Demain, jeudi 31, Camerco change. Vous comprenez? Puisque tout le potentiel est là. Depuis le haut, le chef de l'État, lui, au moins, il tient une compagnie aérienne. Il a fait comprendre. Et je le répète parce que je le sais. Même si ça ne marche pas, je mets ça sur le dos de tous ceux qui sont chargés d'accompagner cette histoire. Et je mets sur, même moi qui parle, même comme je me suis battu pour cela, et je me bats toujours, je considère que je vais peut-être dû me battre autrement. Peut-être mieux. Les enfants ne chômeraient pas. Donc, on peut très bien le faire. Et c'est pour ça que le président confédéral Zamba Mbouke, qui est le président confédéral de la CSTC, on prend l'affaire du port autonome comme étant une première étape. Après cette affaire, parce qu'on ne va pas lâcher du tout. On ne va pas lâcher l'affaire du port autonome. Après cette affaire, d'autres dossiers vont suivre. Pour vous relancer, peut-être pour sortir là-dessus, bien évidemment, syndicaliste, vous, comme vous le dites, vous prenez cette affaire. Est-ce que, parce que tout à l'heure on évoquait quand même le côté parti d'opposition, du moins, on aimerait quand même savoir la question de téléspectateurs. Est-ce que vous êtes quand même rapproché de ces partis d'opposition, ne serait-ce que pour avoir leur soutien, leur voix, pour qu'on puisse voir ces partis d'opposition aussi s'interroger ou alors s'indigner face à de tels actes en Afrique ou alors. Madame la journaliste, je ne vais pas citer, il paraît que ça ne se fait pas de citer une chaîne de télévision sur un plateau d'une autre chaîne de télévision. Oui. Ma vidéo est sur YouTube où j'ai cité les noms. Ce sont les opposants
radicaux, pas les alliés du pouvoir. Hein. Les alliés du pouvoir et le pouvoir, nous abordons avec eux des sujets. C'est un paradoxe. C'est avec le pouvoir et ses alliés que nous abordons les vrais sujets, profondément, qui a de l'indignation. Vous comprenez? Les opposants radicaux que j'ai abordés, avec qui j'ai travaillé pendant des mois et des mois, en qui j'ai cru, ce sont eux qui m'ont fait pratiquement retourner aller un peu voir comment ça se passe dans le RDPC. Ce sont eux qui m'ont fait m'intéresser au RDPC. Vous comprenez? Je les ai vus, je les ai fréquentés, j'ai remis des documents. Je ne citerai pas les noms, j'ai cité certains. Et je vous assure, je préfère ne pas parler d'eux. On peut très bien réussir sans eux. Nous devons, la société civile et les syndicats, on se met ensemble. Ce petite affaire ne peut pas dépasser un pays. C'est nous le pays. C'est nous qui créons les partis politiques. Même si après, c'est un peu comme le civil et l'armée. L'armée vient du civil, mais l'armée peut à un moment donné renverser, mais l'armée ne renverse pas, sachant d'où je viens. Les partis politiques sont une émanation, n'est-ce pas, de la société civile. Quand elle a échoué, la société civile, eh bien, lorsque les partis politiques ont échoué, la société civile a le devoir, le pouvoir de reprendre et de dire que bon, vous tous là, de toute façon, on peut faire sans vous. Écoutez, je vais vous donner un exemple d'engagement de la société civile qui peut faire les choses sans... Prenons un exemple, et d'ailleurs, ça aussi, on va le faire dans cette tribune que je prépare. Imaginons comme ça, que nous appelions la place de la poste de Santora Bonanjo. Hein? On la laisse comme elle est là. Hein? On ne casse plus comme M. Samafé là. On ne casse plus la statue. Ça ne fait rien. On la laisse là. On l'appelle la place des héros. Et quand vous prenez un taxi, vous dites taxi vers la place des héros. Vous dites taxi sur le boulevard Douala Banga, qui est maintenant le boulevard de Gaulle. On laisse la place, si un panneau, on laisse là. Mais vous dites taxi vers au boulevard Douala. Le lycée Jos s'en renvoie, je m'en étais historien, ça rien. Ça n'a rien du tout, historiquement. On appelle ça le lycée Douala Manga. Comme ça, on laisse Jos, laissez vos écritures là, on casse rien. Mais nous appelons ça des manga. Je prends mon taxi, je dis au taxi, on s'entend.
vient investir ses billets, maximum d'argent, c'est un mercenaire. Depuis Singer à Douala, les gens ne sont pas le carreau fringé. Ils ne sont pas la première multi du monde, c'était Singer nationale américaine. Allé ici à Douala. Depuis les installations de Singer en Afrique, les multinationales viennent un moyen de faire le maximum genre, à peu de frais et un retour sur investissement rapide. L'Afrique, c'est aisé. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre règlement qui régule, protéger l'intérêt de l'État, protéger l'intérêt des populations, hein, et que c'est dans ce cadre légiférer et permettre à chacun, à toutes les parties, de se tirer d'affaire. Moi, je vous prends un exemple. Il y a dans mon village, sur un tronçon entre Edea et Kribi, sur un tronçon de 6 km, il y a 4 multinationales. Lui-même là, Bolloré, il est là-dedans. Vous vous trouvez dans une situation où les multinationales trustent les 5000 hectares. Et je ne vais pas revenir sur les plantations, c'est-à-dire sur le type de plantation. Mais imaginez-vous que ces multinationales utilisent des produits pour tuer le charançon du bananier. Parce qu'il y a une espèce de charançon dans le bananier qui est terrible. Il tue toute la production. Et on utilise quoi? Le glyphosate pour tuer ce charançon. Et ce glyphosate, pour l'étendre, pour l'épandre, ce glyphosate, on le fait par hélicoptère, par avion. Je vous assure que ça se mêle, c'est un nuage terrible, ça dépasse Tchernobyl. C'est un nuage radioactif qui se propage à des centaines de kilomètres. On a essayé ça aux Antilles. Les gens qui ont PHP, la compagnie fruitière, ils ont essayé ça aux Antilles. Les Antilles françaises détenaient le record, c'était les champions du monde du cancer de la prostate. Donc dans mon village là-bas, tout le monde aura le cancer de la prostate bientôt. Et je l'ai dit au sous-préfet de là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a voulu s'opposer à la PHP lorsque celle-ci a voulu s'attaquer à la distance. Il y a une sorte de distance de sécurité qu'on met entre les plantations et les populations. La PHP allègrement a payé les gars, a acheté les gens dans le village et ils sont allés occuper cette distance de sécurité. Et le sous-préfet, donc quand on décide de se mettre en route, le sous-préfet vient avec le commandant de brigade, on va les arrêter, petits journalistes là. On a dit au sous-préfet que même monsieur le sous-préfet, le nuage qu'on épand là, le glyphosate là, ce n'est pas seulement moi, vous aussi ça va vous arrêter, vos enfants. Vous aurez le cancer, la prostate. Donc nous tous, on sera le match nul de la prostate. Donc tout simplement parce que le sous-préfet il a tressailli, il a sursauté lorsque je lui ai dit ça. Je lui ai dit que oui, c'est là où il s'est ramolli, il a compris qu'il y a urgence, il y a péril en la demeure. C'est ce type de veille citoyenne là qu'il faut faire. Je ne dis pas aux gens de se mettre en route, d'aller casser. On casse qu'on a d'abord quoi. Et le peu qu'on a, vous cassez, on est fini. Et ça c'est le rêve des prédateurs, c'est de casser tout. Ils ont cassé tout au nord-ouest, au sud-ouest. Et on est obligé de reconstruire. Donc vous voyez qu'on n'a rien gagné dans la bêtise. Fondamentalement, il faut créer une veille citoyenne qui puisse alerter, alerter l'opinion publique des manœuvres qui sont faites à gauche et à droite. Les manœuvres de corruption, les manœuvres dilatoires, le non-refus, le refus d'appliquer le cahier de charges. Quand on voit les syndicalistes comme Eyango dans le domaine aérien, ce qu'ils font, à chaque fois qu'il y a un directeur à la Camer, il parle. Ouais. Voici ce qu'il faut. L'État fuit les vraies raisons. L'État, lui, choisit les chemins de traverse. Au lieu de chercher, tout le monde connaît la solution qu'il faut utiliser, le chemin qu'il faut prendre pour sauver Camerco. Mais on va prendre un autre chemin. Et on nous a parlé de 15. Mais 15, il y a eu ces carrelés. Ces carrelés, puis on tourne. On tourne là, après on va chercher l'autre. On va chercher un mécanicien, un gars qui vend les pièces. On dit que non, c'est le meilleur, il vend les pièces. L'autre, il vendait les billets d'avion. Mais on ne comprend plus, alors que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il y a les cadres pour ça, il y a l'intelligence, il y a l'expertise chez nous. Il y a la capacité financière chez nous. Il y a de l'argent qui sommeille là dans les rues, dans les banques, il ne fait rien. On peut retraiter cet argent en bourse et avoir les capitaux longs pour gérer une compagnie comme la Camer. Maintenant, on a l'expertise des gars qui ont travaillé longtemps dans le domaine de l'aviation civile. Ils peuvent nous dire ce qu'il faut faire pour avoir les avions.
Comment faire pour les mettre en mouvement? Comment faire toutes les problématiques liées à la gestion du transport aérien? Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Posons-nous la question. Peut-être c'est bien quand Cameroun est là, ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'avion. Peut-être ça plaît aux autres. Les compagnies peuvent venir rester alors que le transport aérien connaît un boom extraordinaire en Afrique. Nous, on n'en profite pas. Le Cameroun est le hub naturel de la sous-région, mais on n'en profite pas. Il y a 12 avions en Guinée équatoriale qui sommeillent là. Les Camerounais, par orgueil, petit orgueil, disent non, pas chercher les avions chez les Équato-Guinéens. On préfère aller chercher les avions en Australie et surfacturer 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois les prix. Et quand on te jette en prison, tu dis que non, je suis un prisonnier politique. Donc vous voyez que fondamentalement, c'est ça il nous faut cette veille citoyenne-là. Des gens qui soient prêts à dénoncer à chaque fois les égarements, les agissements. Regardez l'aéroport de Douala aujourd'hui. La seule société qui faisait le traitement des bagages, traitement professionnel des bagages, a été chassée. Il y a une bande d'individus là-bas, on ne sait pas d'où ils sont, qui ils sont, d'où ils viennent. Ils n'ont aucun matériel, ils vous emballent les bagages comme le sac de Macabo au marché. Après, vous apprenez qu'au départ de Douala, les bagages ont disparu. Pourquoi les bagages ont disparu? Parce qu'on n'a pas sur le plan technique l'infrastructure nécessaire. Et cela, vous n'allez pas me dire que les autorités sont là, elles regardent. Il importe que la société civile puisse dénoncer ce type d'agissement et dénoncer ce type d'errements managériaux pour que notre pays avance. Sinon, ce sera très grave à la fin. Voilà, merci à vous Henri et Diabaté Mandan. C'est aussi la fin de cette émission. Quelques messages peut-être pour sortir. Judo qui dit les partis politiques n'ont pas échoué. Les conditions du système néocolonial endogène empêchent ce parti de mener une lutte de libération. Certainement en réponse à votre analyse, monsieur Yango. Et puis Ali Alosten qui dit ça m'a rendu malade dans les plantations de bananeraies, certainement avec vos propos, monsieur Henri Diabaté Mandin, de ce téléspectateur qui vient bien sûr confirmer ces informations, qui affirme que certainement ces produits l'ont rendu malade également dans les plantations. Alors merci à vous, chers téléspectateurs. Beaucoup de messages, on les lira certainement au cours de nos prochaines émissions. C'est la fin de cette autre édition d'Appel sur le continent sur Afrique Média. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés à nos programmes. Au revoir. On a fini? Oui.